Un petit exercice, mais instructif. Soit E un espace vectoriel sur K et F un sous-espace vectoriel de E. Montrez que si E est un espace de Banach et F est borné et F est fermé, alors F est un espace de Banach. Montrez que si F est un espace de Banach, alors F est fermé. Et maintenant, on va définir ce qu'on entend par limite et continuité dans le cas des espaces vectoriels normés. Bien, alors, en général, c'est des notions, hein, c'est formes de rappel. Donc, je me donne un espace vectoriel normé, une partie A de E, F aussi un espace normé, espace vectoriel normé aussi. Une application F de A dans F. Oui, on se donne aussi un point A, petit a, qui appartient à bar, adhérent, attention, un point adhérent. Et aussi, j'ai un nombre, un vecteur dans F. Alors, vous dites que f de x tend vers L quand x tend vers A. Donc, f de x tend vers L quand x tend vers A pour exprimer la chose suivante. Quel que soit epsilon positif, je peux trouver alpha positif tel que pour tout x de A, hein, la norme de x moins A plus petit que alpha implique que f de x moins L est plus petit qu'epsilon. Bien entendu, quand x est dans A, x n'est pas forcément, ne peut pas prendre la valeur de petit a, sauf si petit a appartient à A. Et bien sûr, lorsque petit a appartient à A, il peut être dans A comme il peut ne pas être dans A. Alors que se passe-t-il si petit a appartient à A? Si petit a appartient à A, dans cette définition, x peut prendre la valeur de A, et dans ce cas, on montrera que, dans ce cas, que A moins A plus petit qu'alpha, et dans ce cas, f de A moins L est inférieur à epsilon, quel que soit epsilon, et donc, f de A égale L. Et ça, c'est important à voir. Voilà, donc, dans les hypothèses, de la définition précédente, si petit a appartient à A, alors limite de f de x égale L implique que f de A égale L. Entre guillemets, si f est défini en A, et si L possède une limite en A, alors f est continu en A. Ici, je donne un petit exemple. Je donne ici un petit exemple, juste pour insister sur la définition d'une limite. Alors, je considère l'exemple 1. F, une application de R étoile, dans R étoile, kx fait associer 0. C'est ça. Donc, ça vaut 0 ici, mais en 0, ça vaut
n'est pas définie hein, pour x différent. Elle n'est pas définie en 0. Donc ici, f de 0 n'est pas défini. Donc ici, f de x hein, possède une limite en 0 et la limite de quand x tend vers 0 égale à 0. On peut montrer ça facilement. Bon, bien sûr, c'est simple. On prendra état quelconque. Hein. Pour epsilon positif, on prendra état quelconque et ça marche. Donc la limite. Maintenant, l'exemple 2, on va modifier. On va prendre la fonction g définie par g de x égale 0 si x est différent de 0 égale 1 si x égale à 0. Donc ici, g de 0 égale 1. Et donc, allez montrer que la fonction g n'a pas de limite, n'admet pas de limite en 0. Bien sûr, sinon, hein, si elle admettrait une limite en 0, alors vous aurez automatiquement g de 0 égale 1, et en prenant les autres éléments différents de 0, on aurait 0, ce qui est absurde. Donc ici, la fonction n'admet pas de limite en 1. Un petit exercice. Bon, ça c'était juste une petite question. Peut-on modifier la définition de la limite hein, pour que les fonctions f et g définies ci-dessus admettent une limite en 0 et que cette limite soit 0. Peut-on modifier la définition d'une limite d'une fonction hein, pour que les fonctions f et g définies ci-dessus admettent des limites en 0 et que l'on ait limite de f de x égale limite de g de x égale à 0. Une proposition importante qui sert pour les démonstrations, en général ça, lorsqu'on raisonne par l'absurde, hein, en général on a besoin de ça, c'est le lien entre limite et suite. Lien entre limite et suite. Donc nous avons l'équivalence suivante. C'est en général. 1 limite de f de x égale L quand x tend vers A. Et 2, quelle que soit la suite xn, avec xn une suite d'éléments de E, voilà. Si xn converge vers A, alors f de xn converge, donc une suite d'éléments de A, parce qu'il faudrait que f soit défini dedans. F de xn converge vers L. C'est un théorème, c'est un résultat important pour lorsqu'on raisonne par l'absurde en général. Et là, on définit, on rappelle la définition d'une fonction continue en un point. Seulement, la différence entre limite et continuité est ici la chose suivante. On suppose que, cette fois, f, une application d'une partie A de espace normé, vers f, et on se donne un petit a qui est dans A. Attention, cette fois, il est supposé dans A. Donc f continue en petit a, ça veut dire par définition que la limite de f de x existe quand x tend vers A, et cette limite c'est f de A. Et dans la proposition
ci-dessus, en haut. Si f admet une limite en A, et si f est défini en A, alors f est continu au point A. Continuité uniforme. Il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à la définition de continu, mais c'est légèrement différent et c'est différent. Hein? En mathématiques, il n'y a pas de légèrement différent. Il y a ou bien c'est identique ou bien c'est différent. Donc continuité uniforme. Alors je me donne toujours f, moi je considère une application f entre espace vectoriel normé sont des espaces vectoriels normés. Alors vous dites que f est uniformément continu sur E, si quoi? Quel que soit epsilon positif, je peux trouver alpha positif tel que pour tout x et x' de E. Une fois que x moins x' est plus petit que alpha implique alors f de x moins f de x' est inférieur à epsilon. Je peux mettre inférieur ou égal ici ou ici. Hein? Donc, on peut remplacer inférieur strict par inférieur ou égal, c'est équivalent. Évidemment, la question qui se pose, donc, entre la continuité et la continuité uniforme, dans la continuité, ça veut dire on se donne un point là. A, continuité au point A. Et là, on travaille pour les x qui sont proches de A. Continu, ça veut dire que quand x est proche de A, pour dire que x moins a est plus petit que alpha, et que ça va impliquer que f de x est proche de f de a. C'est ce qui est remplacé par f de x moins f de a est inférieur à epsilon. Pour la continuité uniforme, on dira, bon, donc ici, le a est fixe. Par contre, là, la continuité uniforme, le x n'est pas fixe. On se donne x et x' qui peuvent prendre toutes les valeurs, mais pourvu que x est voisin de x'. C'est-à-dire, x moins x' est inférieur que alpha. Implique que f de x est voisin de f de x'. Mais attention, ici, il n'y a pas pour les x un voisinage local. Ils peuvent être partout, mais seulement qu'il soit proche, que x voisin d'x'. Voilà. X moins f de x' est inférieur à epsilon. Évidemment, c'est pas la même chose. Alors, on va démontrer. On a la chose suivante, c'est que oui, je vais effacer ça. Hein? Je vais effacer ça. Donc, si f uniformément continu, alors f est continu. Évidemment, si f est uniformément continu, alors f est continu. Et ça se voit parce qu'il suffit de se placer, de prendre x' égale a et ça marche. Si f est uniformément continu, on prend x' égale a et voilà. Donc x est, si x moins a est plus petit que alpha, alors dans la définition précédente, f de x moins f de a est inférieur à epsilon. Voilà. Donc si f est uniformément continu sur E, alors
alors f est continu sur E. Et je rappelle que f est continu sur E, ça veut dire que f est continu en tout point de E. Attention, peut-être j'ai oublié d'en parler. Hein? Donc f est, je vais revenir, peut-être je l'ai oublié. J'ai oublié de dire ça, alors voilà. Donc on dit que f est continu sur A si f est continu en tout point de A. Voilà. Donc CTRL L. Pardon. Donc ici on regarde, on voit que si f est uniformément continu sur E, alors f est continu sur E. Donc voilà, on se donne pour A quelconque de E, on prendra dans la définition x' égale A, et voilà. Maintenant, la réciproque. Est-ce que si f est continu, alors f est uniformément continu? Bien sûr, la réciproque est fausse, est complètement fausse. La réciproque est fausse, pourquoi? Ben écoutez, on va donner un contre-exemple. On prend le contre-exemple, on va considérer la fonction qui est f qui est égale à 1 sur x. Celle-ci, bien sûr, elle est définie sur R étoile, il n'y a pas de problème. Et f est continue, elle est bien sûr, c'est l'inverse, c'est une fonction fraction rationnelle, elle est continue sur R étoile, il n'y a pas de problème. Mais elle n'est pas uniformément, elle n'est pas uniformément continue. Alors par exemple, on prend par exemple, on raisonne par l'absurde, donc je prends par exemple epsilon égale 1 et je sais que epsilon égale 1 demi, pas égale 1. Je vais prendre epsilon égale 1 demi. Et donc, je peux choisir n de telle sorte que 1 sur n et 1 sur n plus 1 soit plus petit que... Bon, n plus 1 soit plus petit que... assez petit, quoi. Donc n est plus petit que, donc si pour tout état, oui, epsilon, donc supposons qu'il existe, supposons ici, alors supposons qu'il existe alpha positif, tel que quoi? Tel que si x moins x' est inférieur à alpha, alors f de x moins f de x' est inférieur à epsilon qui est ici 1 demi. Alors je sais que, mais je vais prendre n, soit donc n tel que 1 sur n moins 1 sur n' soit inférieur à alpha. Ça marche, pourquoi? Parce que 1 sur n tend vers 0. 1 sur n moins 1 sur n plus 1, voilà, soit n tel que 1 sur n moins 1 sur n plus 1 est inférieur à 0. Inférieur à alpha. Pour ça marche parce que 1 sur n, la suite 1 sur n tend vers 0. Donc, f de x moins f de x', donc f de 1 sur n moins f de 1 sur n plus 1, qui est égal à 1, va être plus petit que 1 demi. Ce qui est absurde. Donc la suite, donc la fonction f de 1 sur x est continue, parce que c'est une fraction rationnelle sur R étoile, mais n'est pas uniformément continue. Cependant, dans le cas de R, par exemple, je rappelle, ça c'est un résultat classique,
classique, c'est le théorème de N qui dit que si f est continu sur un compact AB de R, alors f est uniformément continu, c'est le théorème de N sur AB. Bon, ça c'est juste un titre de rappel. Alors, comme exemple de fonction uniformément continue, l'application de E dans R+, qui est définie par f de x égale la norme de x, cette application-là est uniformément continue. Bon, démonstration, propriété de l'inégalité triangulaire. Et l'application G de E croix E à valeur dans E, qui a x, y, fait associer x plus ou moins y, est uniformément continue. E croix E étant muni de la norme de x, y, égale à max de la norme de x et de la norme de y. C'est un espace vectoriel normé, et ça c'est une application qui est uniformément continue. Ça aussi des exercices à faire, à comprendre. Ça c'est juste pour comprendre bien votre cours. Bon, ça on vient de le dire, si f est uniformément continu, alors f est continu. Et contre-exemple, c'est l'exemple, il faut penser à la fonction f de x égale 1 sur x, pour x différent de 0. Norme équivalente. Soit E un espace vectoriel normé, N1 et N2 deux normes sur E. On dit que N1 et N2 sont équivalentes si je peux trouver alpha et bêta strictement positifs, tels que alpha N1 inférieur ou égal à N2, inférieur ou égal à bêta N1. C'est ça la définition. Alors, une proposition importante, c'est que deux normes équivalentes sur un espace vectoriel normé définissent la même topologie. Alors cette topologie, c'est la topologie donc deux normes équivalentes sur un espace vectoriel normé définissent la même topologie. Démonstration, toujours laissée au lecteur. Donc il faut prendre des ouverts pour la première, pour N1, pour montrer qu'il contient des ouverts pour N2, etc. Donc je prends, donc si il faut montrer ceci, donc si N1 et N2 sont équivalentes, donc alpha N1 plus petit que N2 plus petit que bêta N1, alors vous dites que donc s'ils sont comme ça, alors il faut prendre si U est un ouvert pour N1, donc il doit contenir une boule ouverte pour N1, donc quel que soit X si vous voulez, X, il faut montrer que, bon, pour tout X, il faut montrer, c'est un ouvert de N1, il faut montrer que U est un ouvert pour N2. Donc voilà. Alors si on prend X, je sais qu'il existe une boule pour N1, mais cette boule, grâce à ça, elle contient une autre boule pour N2 et qui soit contenue dans la première, ce qui montre que U est un ouvert pour N2. C'est équivalent. Donc ils définissent la même topologie. Il faut essayer de travailler comme ça.
Voilà, alors là, ça c'est un théorème très important. C'est pourquoi en général, en dimension finie, on n'insiste pas sur la norme, hein, quand il s'agit de la continuité et tout. Pourquoi? Parce que dans un espace vectoriel normé de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes et donc définissent toutes la même topologie, à condition que la topologie soit définie par une norme ou associée à une norme. Bon, il faut montrer que cette proposition est inexacte. On pourra penser à l'ensemble de fonctions menues, entre autres, de la norme sup de f de x et d'une autre norme définie par une intégrale, hein, et ça marche. Mais insistez, il faut voir, hein, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Peut-être on regarde ça dans un exercice d'application. Produit d'espace vectoriel normé, soit E1, N1, EK, NK, des espaces vectoriels normés sur le même corps K. On peut munir l'espace vectoriel produit E1 croix E2 croix E1 des normes suivantes. N1 de X1 XK, c'est la somme pour I allant de 1 jusqu'à K, NK de XK, NI de XI. Puis la norme N2 de X1 XK, c'est la racine de la somme dNi de xi au carré. Et n infini de x1 jusqu'à xk égale max de n1 de x1 et de nk de xk. Ici je dis nk pour dire la norme entre parenthèses, entre x entre barres. Bon, une petite question. Soit n de rk valeur de r plus, une norme sur rk. Alors pour tout x égale x1, x2 jusqu'à xk, dont E, on pose norme de x comme ça, égale à n de x1, n1 de x1, nk de xk. Cette norme-là, cette chose-là, définit-elle une norme sur E? Question. Sinon, y a-t-il des conditions supplémentaires, hein, sur que doit vérifier n, hein, pour que, entre parenthèses, entre ça, hein, se définisse une norme sur eux. Bien réfléchir un petit peu à ça, c'est bien. Y a-t-il des conditions sur... Bon, ça c'est juste une question. Les normes N1, N2 et N infini sont équivalentes sur N1, sur E1, croix E2, croix En, croix EK. De plus, elles définissent la topologie produit des topologies, hein, des espaces EI, NI, c'est-à-dire la topologie de E1, croix E2, croix EK, engendré par les pavés ouverts O1 croix O2 croix OK, où chaque OI est un ouvert de l'espace vectoriel normé EI NI. Alors, donc ces normes sont équivalentes sur sont équivalentes sur E1 croix OK. Si elles sont, donc ils définissent la même topologie. Et la topologie qu'ils définissent, hein, c'est la topologie produit, c'est la topologie produit des espaces EI munis de la topologie EI. Hein. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, hein, la topologie engendrée par les pavés ouverts. Cette topologie produit, c'est la topologie produit des EI des espaces vectoriels normés EI norme NI, hein, c'est la topologie qui est engendrée par les pavés ouverts, c'est-à-dire les produits O1 croix O2 croix OK, où chaque OI est un ouvert de EI
NI. Donc, désormais, quand on voit un produit E1, croix E2, croix EK, en tant qu'espace, produit d'espace normé, alors on considère l'une de ces topologies, soit N1, soit N2, soit N infini, soit une topologie qui leur soit équivalente, pas d'autre. Devoir libre, quotient d'un espace vectoriel normé. Soit E n, soit E, ici un espace vectoriel normé sur K, K égale R ou C. F un sous-espace vectoriel de E. Pour chaque classe X bar qui est égal à X plus F, appartenant à E sur F, on pose N de X bar qui est égal à N de X plus F, égale à inf des Y, ou Y appartenant à la classe de X, c'est l'inf de X plus U avec Y, U appartenant à F, qui est la distance de X au sous-espace F. D étant la distance associée à la norme de E. Primo, montrer que N est une norme sur l'espace quotient, si et seulement si F est fermé dans E. Si E est un banach, et si F est fermé dans E, alors l'espace quotient E sur F est un espace de Banach. Donc ça c'est important. Bien sûr qu'on sait définir la structure d'espace vectoriel quotient E sur F, mais la structure d'espace normé ne passe pas au quotient. Elle passe au quotient si et seulement si le sous-espace vectoriel F est fermé dans E. En dimension finie, oui, ça marche. Mais en dimension infinie,